Et un peu au point de la reconnaissance vocale. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je crois que tu as sauté un petit peu. Toi qui as merdé là. Encore. Donc, quand on parle d'IHM, on s'attend souvent à avoir quelque chose de physique, c'est-à-dire, vous connaissez généralement les télécommandes, les boutons, tout ça, donc tout ça, c'est des interfaces. Pourquoi, à votre avis, la reconnaissance vocale est considérée comme une IHM? Avec des ordres. Ouais, Pareil, il y a une interface entre la voix et la machine. c'est ça. Donc en fait, ce qui va jouer ici le rôle d'interface, ça va être votre voix. Donc comme c'est marqué, elle permet de faire le lien donc, entre vous et les commandes que vous allez transmettre à la machine. Donc comment on va utiliser dans le CVK? Donc pour l'instant, dans le CVK, il existe deux commandes, les send key pour envoyer des chaînes de caractères, c'est-à-dire imprimer des mots, et les launch app. Donc ça, c'est pour démarrer des processus. Donc on peut utiliser sur n'importe quelle application. Voilà, donc on associe des mots aux actions. Donc après, les possibilités sont infinies. Vous pouvez dire message et ça vous lance MSN. Enfin, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Ça dépend de vos envies. Alors, petit historique pour la culture G. Donc ça date de 1952. C'est développé par Davis avec un nom imprononçable, Bidulf, et Balachek au laboratoire Bell Labs. Donc voilà. Et à l'époque, ça reconnaissait uniquement des chiffres, pas encore des mots, parce qu'on va voir que c'est un peu plus complexe. Il y a beaucoup de domaines qui rentrent en jeu pour reconnaître des mots avec les différents langages et prononciations. On va voir ça après. Donc où est-ce que c'est utilisé pour l'instant? Donc on a ça beaucoup sur les téléphones. Donc quand vous appelez votre répondeur, vous avez souvent une machine ou un serveur qui s'adresse à vous. Vous parlez directement, reconnaît les numéros, si vous voulez écouter vos messages, tout ça. Donc c'est un répondeur qui gère. Les ordinateurs, bien sûr. Donc nous, on a travaillé sur ordinateur, donc pour le CVK, ça marche, il n'y a pas de souci. Et on a aussi ça dans le domaine professionnel. Donc ça, par exemple, c'était un exemple, c'est le CHU, donc le centre hospitalier de Rouen, qui ont fait des expériences avec leurs employés. Ils ont disposé donc du matériel de reconnaissance vocale à leur disposition pour les secrétaires. Et ils tapent leur rapport en parlant. Donc c'est un gain de temps considérable. Par contre, l'inconvénient de la reconnaissance vocale, c'est qu'il y a une grosse phase d'apprentissage qui se fait avant. Parce qu'il faut, par exemple, des configurations, si vous êtes un homme ou une femme, votre âge, tout ça, ça rentre en jeu pour que la machine s'habitue à votre voix, en fait. Voilà, donc deux petites vidéos pour vous montrer. Voilà, donc la première, le cas idéal. Donc je ne sais pas si vous connaissez, le leader du marché en ce moment, c'est Dracon Naturally Speaking, qui gère le marché de la reconnaissance vocale. Donc aussi bien pour particuliers que pour entreprises. Donc on va voir le cas idéal quand ça marche vraiment. Donc c'est une pub. Hein, donc excuse-moi. Nous préconisons donc un rachat des actifs. Donc regardez l'écran à gauche. Fermé. Ouvrir email. Nouveau courrier. Comme convenu, virgule, voici mon rapport. Point. Joindre un fichier. Rapport de réunion. Envoyer email. Avec Dracondice, libérez votre productivité. Voilà, donc c'est une pub. Donc c'est censé marcher comme ça. On est censé tout pouvoir piloter à la voix. À partir du moment où vous avez paramétré votre machine, vous pouvez absolument tout piloter. Maintenant, on va voir, vous savez que sous Vista, il y a un système de reconnaissance vocale. Ils en ont fait la démonstration. Donc il y a la vidéo. Donc quand ça marche pas, ça donne ça en fait. Donc un petit peu de blabla du journaliste. Avance un peu. Microsoft calls it voice recognition, but after today's major technical glitch, you and I might want to refer to it as voice recognition instead. Dear mom, comma. Dear mum, donc ça marque Dear aunt. Fix aunt. Delete that. Delete that. Donc il demande de supprimer les mots. Delete that. I think it's picking up a little bit echo here. Delete. Select all. Okay. I'm glad you're enjoying this. Ouch! Let's not forget the first part of recognition. Ça c'est quand ça marche moins bien. C'est la réalité.
Donc, comment ça marche? Donc, ça c'est un peu pour entrer les termes compliqués parce que c'est vrai, on se demande comment du matériel peut reconnaître du son qui vient de la part des êtres humains. Donc, ça travaille un peu avec le traitement acoustique. Donc, en gros, pour pas trop rentrer dans le technique, il reconnaît des signaux, il reconnaît des signaux qu'il va numériser et à partir de ça, il va pouvoir traiter l'information. Donc, comme je vous disais, c'est un peu plus compliqué les mots que les chiffres. Donc il y a 3 modèles qui rentrent en jeu et qu'il faut vraiment retenir. Le modèle acoustique. Donc ça, c'est pour, voilà, ça donne la probabilité que le signal corresponde à chacun des phonèmes possibles. Donc des phonèmes, en gros, c'est tous les petits détails techniques. Par exemple, dans les mots, comment vous faites la différence entre le chant de céréales et le chant chanté? Comment la machine va faire la différence entre ces deux-là quand elle va l'entendre? Vous avez le modèle de prononciation. Donc ça, c'est niveau phonétique. Donc tout le monde connaît la phonétique. Et ensuite, la probabilité pour le langage cible. Évidemment, quand vous allez parler en français, en anglais, en japonais, en mandarin, ce que vous voulez, il faut que la machine soit capable de différencier les langages. Donc ça, c'est encore un autre problème. Voilà, donc les évolutions qu'on peut espérer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. À l'automne prochain, il y a BMW qui va sortir la reconnaissance vocale sur ses voitures. C'est-à-dire que vous pourrez directement contrôler votre GPS au son de la voix. Donc en lui demandant, vous lui donnez une ville, une rue, en fait vous parlez avec votre GPS. Et il rentre directement les informations. Autre chose aussi, avec votre iPod. Vous allez pouvoir, quand vous posez votre iPod dans vos voitures, sur le petit socle, sur le petit réceptacle, vous allez pouvoir parcourir votre arbre de chansons directement au son de la voix, en lui donnant le nom des albums, le nom des musiques, et tout ça, c'est les évolutions qu'on peut espérer pour la reconnaissance vocale. Voilà. Si vous avez des questions avant de passer à la suite. Ok, on se revoit pour le quiz. Donc maintenant je vais vous parler du WPF. Donc déjà, qui a inventé le WPF? En effet, c'est Microsoft. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'abréviation, l'acronyme WPF? Windows Presentation Form Foundation. Zik, à toi? Non. Donc ça veut dire Windows Presentation Foundation. Et ça a été inventé quand? Hier? Non, pas hier. Allez, il y a 5 ans. Non. En fin 2006 en fait. T'as vu, j'étais optimiste. Hein. Donc pourquoi Windows a inventé WPF? En fait, ça vient du besoin de rapprocher le développement classique avec les méthodes de travail du développement web. Parce qu'en fait, il y a vraiment 2 méthodes de travail. Le web et le développement classique. Et Windows voulait rapprocher les deux. Donc il y avait aussi enrichir les interfaces utilisateurs. C'était pour rendre les interfaces plus sympas. Changer l'aspect du bouton qui est toujours rectangulaire avec un bouton par exemple triangulaire ou totalement fantaisiste. Et Windows aussi voulait séparer le code du graphisme de l'application. Donc ça je vais vous expliquer après. Donc qu'est-ce que WPF apporte? Il apporte de la rapidité. Donc, avant WPF, toutes les interfaces graphiques utilisent le GDI. Le GDI, c'est le Graphics Device Interface. Donc, ça utilisait le processeur. Donc, lorsqu'on demandait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments graphiques, le processeur travaillait à fond. Et quand il travaillait à fond, voilà, il est occupé. Et du coup, on attend. Donc maintenant avec le WPF en fait lui il utilise DirectX. DirectX en fait il va communiquer avec le hardware de la machine, c'est une surcouche, et donc il va communiquer avec la carte graphique. Donc du coup on aura d'un côté le processeur qui va faire son travail, mais le processeur il n'aura plus le travail de faire l'interface graphique, vu que ça va être la carte graphique qui va s'en occuper. Donc, Antoine? Donc, Denis vous l'a pas dit encore, mais les interfaces en WPF sont vectorielles. Donc, je sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde. En fait, on passe pas directement par les pixels.